Bonjour à tous, alors nous sommes ravis d'être avec vous cet après-midi. Et comme vous le savez, la banque est quasiment un des secteurs qui, en termes d'innovation, de technologie, de numérique, a eu l'occasion en fait d'avoir des transformations extrêmement importantes dans les services proposés. Alors des moments clés, vous en avez tous vécu, nous tous aussi, mais je dirais que ce moment actuel est riche d'enjeux spécifiques qu'il est intéressant de bien comprendre. Et c'est pour ça que dans cette table ronde, nous allons avoir l'occasion d'explorer en fait quelles sont les tendances des stratégies d'innovation qui sont mises en œuvre pour construire la banque de demain. Et puis dans un second temps, on verra quels en sont les facteurs clés de succès. Alors pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir 4 experts en la matière. Alors je vais commencer dans l'ordre. Donc Anna Eldaher, qui chez Google est responsable des partenariats stratégiques avec l'ensemble des acteurs des services financiers. Lucie Finet, qui est la directrice générale adjointe de la mission French Tech à Bercy. Laurent Darmon, qui est en effet le directeur et de l'innovation et des nouveaux métiers au sein du groupe Crédit Agricole. Et Sandra Texera, qui est responsable et directrice de la stratégie et de l'innovation au sein de la Société Générale du Réseau France. Rentrons dans le vif du sujet dès maintenant. Et je vais peut-être commencer par vous, Lucie. Dans la mesure où, eu égard à votre vision transversale, vous pourriez nous rappeler quelques mots sur la mission French Tech avant d'évoquer peut-être les enjeux clés qui sont pour vous les plus importants en matière de stratégie d'innovation aujourd'hui. Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. Peut-être juste avant de commencer, rappeler justement ce qu'est la mission French Tech. Donc, la mission French Tech, c'est une administration. On est rattaché à Bercy, au ministère de l'économie. Et vraiment, notre rôle, c'est d'accompagner l'écosystème start-up en France dans leur accélération et leur développement en France et à l'étranger. Et concrètement, qu'est-ce qu'on met en place? On a des programmes d'accompagnement qui commencent des jeunes pousses aux scale-up les plus en vue et à l'international, mais aussi des programmes dont je parlerai plus tard qui sont en lien avec justement la commande auprès des startups, qu'elles soient publiques ou privées. Pour revenir sur le sujet plus des fintech, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il y a vraiment 3 catégories différentes aujourd'hui d'acteurs autour de la finance dans la tech. C'est ceux des services liés aux services numériques et digitaux de la banque. Un deuxième secteur qui est celui du financement, et puis un troisième secteur qu'on appelle la surtech, qui est justement l'émergence de toutes ces assurances un peu spécifiques. Et ce qu'on voit, c'est que vraiment les acteurs justement de la FinTech sont un moteur d'innovation et de transformation économique fort pour notre pays. Je pense que voilà, c'est un secteur où il y a plus de 1000 startups, ça représente 50 000 emplois en France en 2023, donc c'est vraiment un secteur significatif. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils contribuent, ces acteurs, à transformer notre économie. J'adore cet exemple de Conto. Aujourd'hui, 25% des entreprises qui se créent en France se créent grâce à Conto, avec Conto, et du coup avec une démarche simple, simplifiée. Et justement, je pense qu'aujourd'hui, ce que la FinTech apporte, c'est ça. Ouais, ça, c'est vraiment un gros enjeu pour les banques traditionnelles, au-delà des gaps générationnels. Est-ce que vous avez d'autres enjeux essentiels aussi? Oui, et je pense qu'il y a 3 enjeux aujourd'hui qu'on peut voir dans ce secteur. Le premier, c'est celui de l'intelligence artificielle. C'est bien sûr pas spécifique au secteur des fintech, mais comme partout, il y a un enjeu d'adoption de ces technologies, à la fois pour des sujets de compétitivité, d'efficacité, mais aussi d'attractivité des talents, hein. On voit par exemple des entreprises comme Pigment qui permettent de révolutionner l'approche du FP&A et d'être beaucoup plus efficace. Je parlais de Conto. Il y a aussi beaucoup de logiciels dans la fraude qui développent finalement des algos pour détecter plus facilement. Donc ça, c'est un énorme enjeu. Le deuxième, c'est celui de la transformation et de la simplification. J'en parlais avant, vraiment. Et l'État travaille main dans la main en fait avec ces acteurs comme Swan, Penny Lane, pour justement permettre que l'État soit plus efficace avec des guichets uniques. Et
puis le troisième sujet, c'est celui de l'émergence de leaders européens. Voilà, je pense que le terrain de jeu, c'est pas seulement celui de la France. Les clients, ils sont allés chercher dans l'ensemble du continent européen, si ce n'est plus loin, et on voit plusieurs choses qui se passent sur ce secteur. C'est à la fois des rachats d'acteurs étrangers. On pense à Swan qui a racheté un acteur en Allemagne, Conto aussi, qui se développe sur différents marchés, mais aussi parfois des entrées en bourse pour justement passer à l'échelle. Je dirais que ce sont ça les enjeux principaux du secteur. Alors, autre vision transversale avec vous, Anna, chez Google, quelles sont également les tendances en matière de stratégie d'innovation qui vous semblent sortir un petit peu du lot par rapport à ce qu'on voit d'habitude? Oui, alors je pense qu'il y a plusieurs grandes tendances qui font que les banques aujourd'hui accélèrent dans leur stratégie d'innovation en Europe. La première, c'est évidemment la montée en puissance du digital dans la relation bancaire. Les clients des banques aujourd'hui vont continuer à se tourner vers le digital. Ils vont aller en ligne pour penser leurs projets, pour aller faire des recherches sur leurs nouveaux projets d'investissement, leurs projets financiers. Pour la plupart d'entre eux, le digital reste aussi le premier canal d'interaction qu'ils ont avec leur banque. Et c'est un facteur de satisfaction primordial. Alors évidemment, les enjeux d'omnicanalité, ils sont toujours là pour les banques, on en parle encore, mais ce que l'on observe, c'est que les banques européennes, aujourd'hui, se concentrent d'une part à l'amélioration de leur visibilité en ligne, en proposant de plus en plus de parcours sur les canaux digitaux, et elles s'appliquent aussi à améliorer l'expérience de leurs clients en ligne. Donc ça, pour ça, la technologie, l'intelligence artificielle, c'est devenu indispensable. D'ailleurs, le cas d'usage sur lequel les banques européennes nous interrogent le plus aujourd'hui, c'est celui des assistants virtuels dans l'application mobile. Donc ces assistants virtuels que vous allez pouvoir interroger pour consulter vos transactions, pour poser des questions sur les offres de produits et de services de votre banque ou pour faire des opérations simples de type virement par exemple. La deuxième grande tendance, c'est l'essor des fintechs et des néobanques dans un marché qui est déjà assez fragmenté. Et ces acteurs-là, vous le disiez, c'est vraiment de grands moteurs d'innovation et aussi des sources d'inspiration très fortes pour les banques traditionnelles en Europe. Vous parliez de Conto. L'exemple sur lequel les banques européennes se tournent le plus aujourd'hui, c'est celui de Revolut. Revolut, qui, vous le savez, a son parcours d'entrée en relation et d'ouverture de compte qui se fait de bout en bout dans son application mobile et en quelques minutes seulement. Ils investissent de manière significative pour être présents et visibles en ligne et aussi pour développer leur application, pour la rendre très pratique, très intuitive, riche aussi en services et en offres et personnaliser l'approche qu'ils ont avec leurs clients. Donc ça, c'est la deuxième tendance. Et la troisième tendance, pour terminer, c'est, on en parlait tout à l'heure, l'accélération de l'adoption de technologies qui sont encore parfois émergentes. Donc sur le Gen AI, par exemple, c'est allé très très vite. Nous, on a conduit une étude chez Google l'année dernière, on a interrogé un peu plus de 350 organisations de l'industrie financière dans le monde, et 80% d'entre elles nous indiquaient être capables de passer d'une idée à un cas d'usage en production en moins de 6 mois. Donc ça va très très vite. Et au-delà de l'IA, il y a 3 technologies sur lesquelles les banques se penchent aussi aujourd'hui. C'est le quantum computing, la blockchain et la réalité virtuelle. Et justement, dans le cadre de la diffusion de ces stratégies d'innovation, les sujets de sécurité, que ce soit de data, des traitements, est un des points essentiels, en effet, au sein de Google. Comment vous pouvez l'illustrer? Oui, c'est une bonne question, parce que l'innovation dans le secteur bancaire européen, elle passe aussi en ce moment par une accélération de l'adoption du cloud computing. Et donc, qui dit cloud, dit sécurité des données. Nous, notre approche en matière de sécurité des données, elle se fait en 3 étapes. La première étape, c'est qu'on va essayer de proposer une infrastructure sécurisée et résiliente. On va insérer de la sécurité à chacune des couches de l'infrastructure. Et comme avec le cloud, on mutualise à la fois les efforts et les ressources, bien souvent, on est en mesure de sécuriser cette infrastructure bien mieux qu'un acteur dont ce n'est pas le métier. Deuxième étape, ça va être de rajouter des contrôles supplémentaires qu'on va laisser à la main de nos clients pour qu'ils puissent ajuster le niveau de sécurité en fonction de leur propre appétit au risque et contraintes. Et troisième étape, ça va être des contrôles a posteriori, internes ou externes, de type audit client ou bien, par exemple, certification. Merci Anna. Allons maintenant au sein des 2 grands groupes qui sont représentés ici. Commençons par vous, Sandra. Au sein du réseau de la Société Générale en France, dans quel contexte spécifique intervient l'innovation ?
Alors, ça n'aura échappé à personne, hein, le contexte dans lequel on évolue en ce moment est plutôt assez mouvant, hein, une certaine instabilité géopolitique, économique, des perspectives de croissance qui sont modérées pour ne pas dire faibles. Et donc, dans ce contexte-là, ce qu'on observe, c'est un attentisme de la part des investisseurs, c'est une thésaurisation toujours importante au niveau des ménages, des enjeux de compétitivité et d'attractivité qui sont très forts, mais des enjeux de transformation aussi au niveau des entreprises. Côté bancaire, le contexte dans lequel on évolue est le même depuis un certain temps, hein, une montée en puissance très forte des nouveaux acteurs qui étaient évoqués il y a peu sur le marché de la banque en France notamment, et bien sûr aussi une attention toujours très forte de la part des régulateurs. Une fois qu'on regarde ça, on se dit aussi qu'est-ce qui se passe au niveau sociétal, comportemental, et on voit qu'il y a une sorte de polarisation, hein, de notre société avec d'une part un vieillissement de la population. Quand on regarde les statistiques qui sont projetées, 26% de la population sera âgée de 65 ans et plus à horizon 2030. Et sur le même horizon de temps, on verra arriver sur le marché du travail la génération Z, hein, qui représentera un quart de la population active. Or, ces deux grandes catégories de population n'ont pas forcément les mêmes attentes, les mêmes aspirations, que ce soit en termes d'éthique, en termes d'évolution professionnelle, ils n'ont pas le même rapport au travail. Donc il est très important que des industries comme la nôtre s'adaptent, fassent évoluer ces propositions de valeur pour aller vers plus d'instantanéité, plus d'autonomie aussi, sans pour autant négliger le capital humain pour apporter le conseil et l'expertise là où on en a besoin. Et d'ailleurs, lorsque l'on préparait cette table ronde, vous évoquiez bien sûr l'orientation vers les clients, mais dans l'intégration de vos stratégies d'innovation, il y a aussi le collaborateur qui est au centre et beaucoup de déploiements d'applications, IA ou autres, qui sont en effet là pour faciliter l'efficacité du collaborateur. Tout à fait. Donc le choix que nous avons fait, c'est de finalement orienter tous nos travaux en matière d'innovation autour de nos 3 grandes priorités stratégiques pour la banque de détail en France. Ces 3 grandes priorités, c'est bien évidemment la satisfaction client, l'amélioration de l'expérience collaborateur que vous évoquez et la recherche d'efficacité opérationnelle, parce que dans le contexte actuel, c'est également un point important. Alors, au niveau des clients, on a développé énormément de solutions qui permettent d'améliorer la connaissance, qui vont aider le conseiller donc à mieux maîtriser immédiatement ce qu'attend le client. On est rentré dans une ère d'hyper-personnalisation. Hein. Les clients ne veulent plus de réponses standardisées qui ont été conçues à un instant T pour répondre à des personas marketing type. Ils attendent qu'on tienne compte de leur situation personnelle à un instant T. Et donc, on avait l'obligation aussi d'accompagner nos collaborateurs dans cette meilleure connaissance du client. Donc, on a développé des assistants virtuels qui s'appuient sur la technologie et de l'intelligence artificielle pour mieux cerner ces problématiques. Un autre secteur dans lequel on a beaucoup investigué et où l'intelligence artificielle est une véritable aide aussi, c'est en matière d'efficacité. On a écouté nos collaborateurs qui nous indiquaient qu'il y avait un vrai sujet autour de la recherche d'informations. Nous sommes une industrie qui est très régulée, donc il existe énormément d'instructions et d'où la nécessité de maîtriser un certain nombre de réglementations et de savoir les appliquer, ce qui n'est pas forcément toujours simple, surtout quand on est nouvel arrivant. Donc on a travaillé pour développer un assistant de contenu intelligent qui se cale sur la technologie un peu de ce qu'on peut imaginer autour de ChatGPT et qui donc le collaborateur va exprimer, poser une question, dire quel est son besoin et l'intelligence artificielle qui est embarquée dans la solution avec laquelle on a travaillé avec nos data scientists en interne va permettre d'aller piocher dans notre base documentaire où on retrouve toutes les instructions, la solution, la réponse la plus pertinente par rapport à la question qui a été posée. Au sein du groupe Crédit Agricole, Laurent, c'est vrai que vous présentez une réelle singularité dans l'approche, la diffusion de l'innovation. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur cet ADN un peu particulier? Alors, particulier, ça fait 140 ans, donc je ne sais plus s'il est aussi particulier, mais en tout cas, le Crédit Agricole est un groupe mutualiste, et donc c'est un groupe qui, en effet, est fondé sur un entrepreneuriat local et une décentralisation. Et sur l'innovation, on se retrouve avec un alignement, parce qu'on a beau dire, beaucoup parler depuis le début de la journée d'innovation, et avec l'IA, c'est un mot valise qui reprend un peu de vigueur.
les banques, c'est quand même pas l'endroit le plus innovant de la Terre. Et c'est logique, hein, notre unité, c'est le milliard. L'innovation, ça part de zéro. Donc, il en faut du temps pour arriver à des chiffres qui commencent à peser. Nous sommes là plutôt pour administrer, réguler des process qui doivent être extrêmement sécurisants. Nous sommes des organismes systémiques. Donc, tout ça, c'est pas vraiment le terreau pour innover. Donc, la chance qu'on a et qu'on exploite, en tout cas sur l'innovation, c'est notre groupe des mutualisés nous permet de décentraliser l'innovation pour revenir au niveau d'entités qui peuvent reprendre un peu ce terrain-là. Alors, ce n'est pas un village gaulois. On a une stratégie, donc on a une stratégie globale et chaque métier contribue à cette stratégie globale, ce qui fait que tout ça a du sens. Et on a une coordination de l'innovation avec un certain nombre d'actifs qu'on peut mobiliser, qui peuvent être des actifs comme la gestion documentaire, des actifs de financement. On a une banque de l'innovation qu'on peut solliciter en interne. On a un agrément sur mesure qu'on peut solliciter quand on en a besoin. Donc on a un écosystème. Mais ce qui est fort, c'est de dire c'est chaque métier qui va avoir la capacité de le faire et de s'intéresser au choc systémique qu'il peut avoir à son niveau pour s'y intéresser. On est dans un monde où c'est compliqué de voir ce qui nous attend demain. Par contre, c'est un peu plus facile et un peu plus intéressant d'ailleurs de s'interroger à qu'est-ce qui arrive comme tendance de long terme. Donc des exemples concrets, le vieillissement de la population c'en est un. Donc par rapport à ça, nous, et la problématique des déserts médicaux, on a créé une filiale spécialisée sur la santé. Alors on était un peu présent, on est un peu légitime parce qu'on faisait de l'assurance, mais se mettre sur la santé, les maisons de santé, accompagner nos clients sur les parcours, les professionnels à s'organiser, aller sur des technologies innovantes, c'est quelque chose sur lequel on est en train d'investir massivement. Mais on s'aperçoit que c'est comment vous arrivez à intégrer finalement la banque dans l'économie réelle ou la réalité de l'économie, un peu comme si la banque devenait un opérateur. La chance qu'on a avec le digital, c'est que le digital nous ramène à l'économie réelle bien plus qu'elle ne l'était avant. Avant, on allait dans une agence, on achetait un produit. Si je prends par exemple un autre choc systémique, l'économie de l'usage. L'économie de l'usage, c'est j'achète plus un bien, donc j'ai pas besoin d'un crédit conso, et puis je vais plus assurer mon bien puisque peut-être je vais le louer. On le voit sur le téléphone, on le voit sur un certain nombre de biens. Comment la banque accompagne l'économie de l'usage? C'est comment on accompagne ceux qui vendent des produits à arrêter de vendre un produit mais commencer à louer. Il faut avoir un système d'information qui est capable de les accompagner à la fois sur le front, la vente, mais le service après-vente et le financement du BFR que ça crée chez eux et l'assurance du bien. Et donc on voit que tout d'un coup, il faut qu'on rentre sur l'ensemble de la chaîne en apportant des briques qu'on avait déjà chez nous, l'assurance, le financement. Et donc on a créé une filiale, par exemple Sline, qui est chez CAPFM. Sur KLS, c'est aussi quelque chose d'intéressant. On voit que tous les secteurs sont en train de se digitaliser. Alors, on a vu les bookings, les VTC, etc. Mais tous ces nouveaux acteurs, ils sont venus en digitalisant l'écosystème. Et finalement, nous, on s'intéresse à la digitalisation de nos propres banques, mais qui s'intéresse à la digitalisation de l'écosystème? Tous ceux qui ne s'y sont pas intéressés ont vu un acteur arriver et digitaliser l'écosystème. Donc on a créé une filiale qui est au service des banques, qui s'appelle KLS, dont le but est justement de digitaliser l'écosystème. Et là, on voit bien qu'on s'intéresse à un choc systémique amené par le digital. Ouais. Bah, c'est ce qu'on aura l'occasion de voir dans la seconde partie qu'on va pouvoir attaquer maintenant, parce que maintenant qu'on a les idées un peu plus précises des enjeux clés, en fait, il y a quand même, sur toutes ces stratégies d'innovation, des facteurs clés de succès un peu incontournables. Alors, par exemple, Anna, au moment de la négociation des partenariats financiers, à quel point vous êtes particulièrement attentive pour s'assurer que finalement, ce partenariat, en termes de réussite, en termes d'implémentation, va être sur de bonnes voies? C'est aussi une bonne question parce que la co-innovation, l'innovation, elle est au cœur de nos partenariats stratégiques. Et pour que l'innovation prenne au sein d'une organisation et que nos partenariats soient réussis, on va être attentif à trois choses. La première chose, c'est l'impulsion, la dynamique
portée par la direction générale. Il faut qu'il y ait une ambition forte de la part de la direction générale de transformer la banque ou de porter ces projets d'innovation. Parce qu'il va falloir mobiliser des investissements, il va falloir mobiliser des financements, et parce que à long terme, les décisions stratégiques de croissance, d'efficience opérationnelle que vont alimenter ces stratégies d'innovation, eh bien, c'est la direction générale qui va les prendre. Donc ça, c'est la première chose. Et on a d'ailleurs vu parfois des changements de direction générale donner un nouveau souffle à des projets de transformation et des projets d'innovation que nous avions avec des banques partenaires en Europe. Le deuxième point, c'est la gouvernance. On l'a vu sur l'intelligence artificielle, quand les banques ont voulu déployer leur programme d'IA à l'échelle, celles qui ont le mieux réussi finalement, ce sont celles qui ont su très tôt mettre en place la gouvernance adéquate, donc qui ont su par exemple embarquer les collaborateurs des lignes métiers sur la sélection, priorisation des cas d'usage, qui ont laissé les collaborateurs tester la technologie très vite pour se familiariser avec, qui se sont associés avec les équipes compliance, juridique, risques pour faire face aux réglementations émergentes à l'époque sur l'intelligence artificielle et qui ont mis en place les mécanismes de reporting nécessaires pour faire remonter, pour donner de la visibilité à ces initiatives. Et notamment si ça dérape. Et absolument, pour débloquer les cas de figure où ça devenait un peu complexe. Et le dernier point qui pour moi est le plus important, si vous me permettez, c'est celui de la formation et de la conduite du changement. Et là, je vais vous donner un exemple. On a conclu un partenariat avec Deutsche Bank en 2021. Donc l'objectif était d'accompagner la nouvelle stratégie de Christian Sewing, le PDG de la banque, qui voulait transformer radicalement Deutsche Bank. Et le cœur du partenariat, c'était de l'innovation pour construire les services financiers de demain. Eh bien, on a mis en place un programme de formation dédié pour Deutsche Bank, pour former les collaborateurs aux méthodes de travail agiles et pour pouvoir aussi les former aux techniques du cloud et de l'intelligence artificielle. Sans ça, on n'aurait pas pu y arriver. On a formé un peu plus de 6000 collaborateurs en moins de 18 mois et toutes les couches de l'organisation et toutes les fonctions et lignes métiers. Ah bah c'est sûr que le plus facile, c'est les slides en fait. Je dis le plus facile, c'est toujours les slides. Après, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Et donc, pour continuer et revenir à vous, Laurent, avec le dispositif de la fabrique ByCA, vous observez quand même les bienfaits de ce dispositif en matière de diffusion, pour accélérer justement la diffusion de cette innovation. Pouvez-vous nous expliquer en quoi c'est un atout fort au sein du groupe ? Et la fabrique, c'est un start-up studio. Donc, et je vais aller plus loin, c'est un corporate startup studio. Ça veut dire qu'on a deux métiers. On a un métier qui est d'industrialiser la création de nouvelles activités, d'entreprises qui ne payeront les salaires que parce qu'on arrive à rentrer du chiffre d'affaires. Donc ça met la structure en obligation de résultat, ce qui est quand même une révolution par rapport au fonctionnement classique qu'on peut avoir dans des grands groupes. Ce startup studio, il est corporate. Ça veut dire que notre deuxième métier, c'est de faire l'hybridation entre ce que nous créons avec le grand groupe. Et honnêtement, je pense que beaucoup de gens ici ont collaboré entre des petites entreprises et le grand groupe. On ne parle pas la même langue, on n'a pas les mêmes objectifs, on n'a pas la même temporalité. Et donc, c'est quelque chose de maîtriser un petit peu comment fonctionne le grand groupe. Alors évidemment, quand on est une structure du grand groupe, c'est plus facile. Mais ça nous permet de faire ce rôle de traducteur qui est comment je comprends les procédures, comment je fais l'alignement stratégique que j'évoquais tout à l'heure, comment je suis aux normes de sécurité, comment je prends la complexité de gouvernance de l'entreprise, du grand groupe, pour la simplifier pour l'entreprise. Donc le Startup Studio, il a deux grands métiers. Un, de créer ces entreprises, et on part de l'idéation avec des collaborateurs du groupe. Donc ce n'est pas de l'intrapreneuriat, ce n'est pas un incubateur. La veille se fait dans le Startup Studio. Et puis la deuxième partie qui va nous permettre de faire cette hybridation. D'où le fait aussi maintenant que le Startup Studio est capable de faire des acquisitions de toutes petites structures qui souvent, le problème d'une petite structure, c'est soit elle n'arrive pas à passer à l'échelle par rapport au grand groupe, soit elle est absorbée et elle est un peu tuée par le grand groupe. Et donc cette deuxième compétence, elle nous permet d'avoir une capacité d'intégration d'entreprises externes que l'on utilise de plus en plus. Et puis ça vous fait aussi un écosystème d'entrepreneurs, parce qu'en matière de gestion des talents, c'est un atout aussi, non ? Alors on a des talents différents qu'on intègre par la fabrique qui pourront rejoindre le groupe. On a quelques cadres dirigeants maintenant qui commencent à venir de la fabrique, donc ils insufflent une autre énergie complémentaire au sein du groupe Crédit Agricole. Tout à l'heure, je parlais beaucoup de la décentralisation qu'on a, mais en fait, il y a une partie de l'innovation qui n'est pas la modernisation d'un métier existant. Et quelquefois, on a certains chocs qui sont hors de nos métiers, qui peuvent être un peu orphelins.
Un exemple, c'est la facture électronique. Quand ça arrive, ce n'est pas un sujet qui concerne la banque directement. Et donc un choc comme ça, c'est la fabrique qui va s'en saisir parce que c'est elle qui aura peut-être plus facilement la capacité d'identifier que ça concerne la banque globalement, même si ça ne concerne pas un métier très précisément globalement. Et donc c'est typiquement le genre de choses où en termes d'idéation, on va venir dessus, on va parler avec l'écosystème, on va créer une entreprise, on a créé Collecto, qui est une boîte qui permet de faire de la gestion, qui intègre la banque et qui permet de simplifier la gestion des professionnels et des entreprises. On voit que Conto a fait depuis le même mouvement en rachetant Regat, on voit que Pennyline vient vers la banque, et donc on voit bien qu'on a une convergence aujourd'hui, compta, gestion, banque, qui, quand je le dis en 2025, est quelque chose un peu classique, mais que quand on l'a pris il y a 3 ans et demi, était quand même quelque chose d'un peu plus innovant, mais qu'on a pu faire émerger justement grâce à la fabrique. Sandra, au sein du groupe Société Générale, pour vous, les facteurs clés décisifs qui font que les stratégies d'innovation auxquelles vous pensez sont bien mis en œuvre et sont successful, quels sont ces facteurs? Alors, il y en a plusieurs, mais j'en retiendrai 2. Tout d'abord, c'est de s'assurer que l'on répond à un besoin réel. Et le deuxième, je corrobore les propos, c'est d'accompagner le changement. Alors, s'assurer qu'on répond à un besoin réel, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut être attentif au marché, il faut savoir détecter les signaux faibles, analyser les tendances dans une vision cross-sectorielle et géographique, car souvent, cela naît dans une industrie donnée, mais ça essaime très vite dans toutes les autres. C'est le cas de l'hyper-personnalisation que j'évoquais tout à l'heure, mais aussi du retailtainment, c'est-à-dire la gamification des échanges ou l'économie de plateforme, pour ne citer que celle-ci. Il faut aligner les travaux d'innovation avec les grandes priorités stratégiques, ce que j'évoquais tout à l'heure. C'est beaucoup plus facile de trouver les sponsors et les budgets inhérents au développement des innovations quand la solution qu'on souhaite pousser répond à un besoin qui a été considéré comme prégnant. Il faut assurer une bonne coopération entre toutes les équipes, que ce soit les équipes stratégie, les équipes d'innovation, les équipes data, les équipes métiers. La meilleure façon d'emporter l'adhésion et de faire en sorte que notre innovation soit un succès, c'est d'être sûr de répondre aux besoins. Et pour ça, il faut associer les équipes, ce qu'on a fait nous dans le cadre de la gestion documentaire. On a demandé aux collaborateurs finaux qui allaient utiliser cette solution quelles étaient les difficultés qu'ils rencontraient, de quoi ils avaient besoin, et on a co-construit ensemble tout au long du processus l'outil qui allait leur faciliter la vie, parce que l'objectif c'était de leur faciliter le quotidien. Et il faut bien sûr tester à plus petite échelle avant de déployer pour éventuellement ajuster. Le deuxième grand volet que j'ai évoqué tout à l'heure, le grand facteur, c'est accompagner le changement. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire de sensibiliser très en amont les collaborateurs au sujet d'innovation, favoriser leur inclusion à ces sujets pour qu'ils y voient des opportunités de développer leur employabilité, de gagner en temps et en efficacité pour qu'ils ne soient pas effrayés par cette nouvelle solution, ces nouvelles technologies qu'on leur propose. Et j'aimerais ajouter peut-être 2 éléments, c'est les défis qui sont liés à l'innovation. Il y en a bien sûr plusieurs, mais j'en retiendrai 2 principalement. Les défis RH, comme on l'évoquait tout à l'heure, donc préparer cette montée en compétences, organiser la sensibilisation et l'adhésion future aux solutions qu'on va proposer, et tout ce qui est défis techniques, réglementaires, se poser très vite en amont en associant toutes les parties prenantes, les questions autour des questions de qualité, de conformité juridique, et aussi de se poser les questions sur la gestion des données, l'utilisation du cloud ou pas, et pour optimiser finalement toutes nos chances que les solutions d'innovation que l'on pousse soient adoptées par tous et répondent à un succès, à un besoin réel pour être un véritable succès. C'est vrai que la co-construction, le côté collectif et transversal est vraiment essentiel. Pour revenir également au sein du Crédit Agricole, il y a parfois des sujets liés à cette conduite du changement où il y a plutôt un a priori favorable à l'accueil du changement, parce qu'on parle beaucoup concernant l'IA par exemple, en disant oui, il y a des freins, mais à titre personnel, il y a beaucoup de collaborateurs qui utilisent l'IA régulièrement. Donc c'est forcément un point important parce que les nombres de collaborateurs sont très lourds et très importants. Il y a un enjeu spécifique ou pas plus que ça, c'est-à-dire ça fait partie du job comme d'autres
évolutions? Alors, je ne sais pas si je vais répondre pour le Crédit Agricole, mais je crois que l'humain aime le changement, il n'aime pas changer. Donc, à partir de là, tout le monde voit bien que l'intelligence artificielle est là, qu'elle est déjà en train de changer nos habitudes, mais quand on revient au travail, la première chose qui vient, c'est les peurs, c'est les doutes, c'est aussi les problèmes réels d'éthique et autres qui peuvent exister. Donc, dans la transformation qu'on a à faire, on a à traiter les cas d'usage, on a à traiter la capacité aussi sur un univers qui va de plus en plus vite sur l'IA, où il faudra être capable sans doute de changer de LLM. On parlait tout à l'heure de problèmes de souveraineté. De toute façon, il faut y aller, il faut juste qu'on soit capable à un moment de s'adapter à des certitudes qui sont valables en 2025, mais qui changeront parce que ça change très vite en 2030. Et par rapport à ça, on a une population qui doit bouger finalement à une vitesse plus grande qu'elle ne bougeait jusqu'à maintenant. L'un des phénomènes qu'on observe, et une question qu'on se posait il y a 10 ans, c'est cette transformation digitale. Est-ce que c'est une étape? Et finalement, il va falloir juste la réussir. Est-ce qu'on la passera en quelques années? Est-ce qu'on sera aussi rapide que les autres? Mais finalement, on les rattrapera parce qu'avec 5 ans de retard, on aura atteint le palier. Ou est-ce que c'est un cycle d'accélération qui ne va que de plus en plus vite? Je crois qu'aujourd'hui, on n'a plus beaucoup de doutes par rapport à ça. Ça va aller de plus en plus vite. Et donc, pour y arriver, il ne s'agit pas juste d'être un peu plus fort. Il faut réellement qu'on change nos façons de voir, de structurer. Et donc, quand on a un corps social qu'on a habitué à appliquer des procédures et qu'il est tellement long de changer, on est obligé de s'interroger aujourd'hui sur l'impact de la technologie, sur notre propre management du changement. Ce n'est pas seulement les méthodes qu'on apprenait il y a 10 ans sur la conduite du changement, c'est comment le manager lui-même est finalement un accompagnateur de ce changement permanent et qu'on arrive à porter ce changement culturel. Et c'est là qu'est l'enjeu. Ouais, je pense aussi que c'est ce maillon essentiel des managers qui doivent aussi faire évoluer ces techniques de management, de conduite de changement. Lucie, donc là aussi, au niveau de la French Tech, vous observez les facteurs clés de succès pour les startups, notamment FinTech, qui réussissent. Qu'est-ce que vous observez au quotidien? Oui, c'est intéressant parce que ce que nous, on observe du point de vue start-up, ça reboucle bien sûr avec ce que vous avez dit les uns et les autres. Finalement, c'est assez rassurant aussi que ça soit aligné. Donc, le premier, c'est bien sûr de répondre à un besoin réel. Si on n'a pas de besoin réel, pas de marché, ça sert à rien de continuer. Le deuxième sujet, c'est, je pense vraiment assez classiquement, avoir un élément différenciant pour gagner un contrat par rapport à un concurrent. Et puis le troisième que je vois, c'est vraiment avoir une stratégie de go-to-market adaptée. Et concrètement, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que c'est aussi, voilà, comme Laurent le disait, les startups et les grands groupes, c'est deux mondes différents. C'est deux manières de travailler différentes, deux temporalités différentes. Et donc, il y a un enjeu, je pense, pour les startups de réussir à s'adapter, à adapter leur discours pour rassurer et montrer que, voilà, en fait, ça peut être, et à l'avenir, ça sera des solutions qui vont permettre aux acteurs bancaires, financiers et autres de profondément se transformer. Et en tout cas, nous, c'est une conviction très forte qu'on a à la mission French Tech de dire qu'on veut promouvoir l'open innovation, l'innovation où justement, en fait, et bien sûr, chaque acteur innove aussi en interne, mais demain, pour avoir une transition numérique, écologique, technologique efficace, c'est vraiment en réussissant à créer des ponts entre les administrations, les grands groupes et les startups. Et voilà, aussi dans un monde qui change et qui est pas si simple, pour lesquels les enjeux de souveraineté sont clés. Donc vraiment, nous, on a lancé pour ça une initiative qui s'appelle « Je choisis la French Tech », que je vous incite toutes et tous dans la salle à regarder et à vous engager pour vraiment dire, et c'est vraiment un manifeste qu'on a, de dire, voilà, on veut acheter des solutions technologiques françaises pour se transformer. Et alors sur les sujets à venir, parce qu'à un moment on évoquait par exemple les sujets de financement, de refinancement, gestion de crédit, quels sont justement les sujets sur lesquels vous êtes déjà en train de
réfléchir pour accélérer le mouvement? Alors, pour accélérer le mouvement, je pense que nous, c'est vraiment de montrer aussi que les collaborations sont possibles entre les startups et les grands groupes. On sait que c'est pas simple, ça nécessite chacun et chacune de se remettre en question, mais quand ça marche, c'est vraiment c'est super. Les uns et les autres sont vraiment très contents. Et on le voit dans beaucoup de secteurs différents. On a par exemple Sweep, un acteur de la transition écologique qui travaille avec TF1. Il y a BNP qui travaille avec Mistral. Enfin voilà, en fait, c'est déjà en marche ces évolutions. Et puis nous, on veut aussi accélérer en mettant en relation. C'est vraiment un des gros axes de ce programme Je choisis la French Tech. Il y a eu déjà plus de 10 000 mises en relation commerciales depuis plusieurs mois. Et parce qu'on est convaincu que si on ne se rencontre pas dans des événements comme aujourd'hui pour parler, échanger, discuter, il n'y a aucune chance que ça fonctionne. Et l'État, on se dit que c'est aussi notre rôle de mettre tout le monde autour de la table pour vraiment casser ces silos et faire avancer ce sujet pour avoir un écosystème finalement tech, souverain et résilient, sans pour autant dire que demain un Google ne sera pas nécessaire à la transformation des économies et des acteurs, parce que je pense que c'est complémentaire, mais je pense que c'est important que aussi on ait un écosystème souverain, résilient et efficace. Alors c'est vrai qu'il y a les sujets de financement, les sujets de l'internationalisation, et puis voir comment vous pouvez les aider sur des acquisitions, éventuellement sur des offres complémentaires ou diversifiées également. Oui, je pense que sur ce sujet des acquisitions, nous, l'État, c'est pas forcément notre rôle, mais sur l'internationalisation, on s'appuie sur à la fois Business France, le réseau de la French Tech à l'international, justement pour accompagner les pépites de la French Tech à s'internationaliser et trouver des clients justement au-delà des frontières. Donc c'est le cas aujourd'hui vraiment des acteurs dont je parlais, Swan, Penny Lane, Conto, qui vraiment aujourd'hui sont des acteurs européens importants et qui sont en concurrence avec des Revolut qui sont aujourd'hui les leaders européens. Eh bien écoutez, nous voici au terme de cette table ronde qui montre bien riche d'expériences diversifiées et puis surtout qui montre les dynamiques qui sont en œuvre aujourd'hui pour construire cette banque de demain pleine d'enjeux. C'est pas la première fois, donc tout le monde est prêt à relever les dynamiques existantes avec plein d'enthousiasme. Merci de votre attention et puis merci à vous quatre pour la richesse des échanges.